Alors j'aimerais, pour poser les bases de notre discussion et de cette émission, et pour finalement avoir les faits, m'adresser à vous, Michel Fayad, parce que clairement, ça n'arrête pas hein, depuis cette nuit. Dans tout le Moyen-Orient, c'est, j'ai envie de dire, l'escalade. Oui, c'est l'escalade parce que maintenant que Ali Khamenei a été tué, Mm. eh bien les proxys iraniens sont en ébullition puisque le Hezbollah avait annoncé que dans le cas de l'assassinat d'Ali Khamenei, il rentrerait en guerre. Voilà. Pour le moment, le Hezbollah n'a pas encore fait une action, disons, déterminante ou quoi que ce soit. Par contre, les Hachel Sha'abi, donc c'est-à-dire la milice irakienne Mhm. pro-iranienne, le proxy iranien en Irak, Mhm. a agi puisqu'ils ont attaqué ce matin Erbil, qui est la capitale du Kurdistan irakien, au nord du pays. C'est un double message qui est envoyé à la fois aux Américains qui sont présents à Mhm. Erbil et également aux Kurdes eux-mêmes pour qu'ils n'agissent pas en Iran en se soulevant et en faisant quelque chose en Iran. Donc c'est un double message envoyé par les Hachel Sha'abi. Je Mhm. rappelle que les Hachel Sha'abi, donc ce proxy Tout à fait. iranien en Irak, c'est le seul de tous les proxys qui n'a pas été réellement visé par les Israéliens depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, les Israéliens ont bien sûr tapé sur Bien le sûr. Hamas et le djihad islamique, sur le Hezbollah, sur les Houthis, Ansar Allah au Yémen, mais n'avaient pas jusque-là attaqué les Hachel Sha'abi. Mais même ça, c'est en train de changer puisque les Israéliens, encore hier, ont commencé à bombarder pour la première fois les Hachel Sha'abi. Donc il y a un nouveau jeu qui commence à rentrer en jeu. Et il y a aussi le Mhm. fait que les Hachel Sha'abi, il y a quelques années, avaient attaqué les Américains, c'était en Oui, 2019, on ce s'en qui avait souvient. conduit en fait Donald Trump à l'époque d'assassiner Qassem Soleimani, qui était Oui. le chef de la force Al-Quds au sein Bon. des gardiens de la Révolution. Et en tout cas, sachez qu'on vous donne les dernières informations en temps réel. Hein. L'Iran dénonce à l'instant, je cite, une déclaration de guerre contre les musulmans après donc la mort d'Ali Khamenei. Ce qui C'est ce qu'on fait a que, annoncé hier, si vous vous souvenez, quand on effectivement, avait parlé d'Ali Sistani, mhm, le plus haut Michel dignitaire Fayad. religieux Mhm, au monde pour les chiites, qui est en Irak, qui habite à Najaf, et qui avait dit qu'en cas d'assassinat d'Ali Khamenei, alors qu'il est son rival, son mhm. concurrent, et il lancerait un djihad islamique mondial. Et bien voilà, on y est. Voilà, on y est. Et c'est ça qui est assez grave. Et par contre, aujourd'hui, ce qui est aussi important à dire, c'est Mhm. que les Israéliens ont annoncé la mort du chef de l'armée iranienne, Tout à fait. Mossavi. Et donc ça fait quand même assez fort, puisque hier, Mhm. ils avaient déjà tué le chef des gardiens de la Ouais. Et Révolution. ça, on l'a appris il y a à peu près une heure. Hein. En tout cas, Absolument. le chef de la police iranienne, le renseignement, comme on dit, du côté de l'Iran, a été tué. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne sur la genèse de ce qu'il s'est passé donc hier matin, parce que vous l'avez compris, vous qui nous écoutez, l'objectif est de décrypter ces enjeux, ces tractations géopolitiques qui peuvent, pour les profanes, paraître de prime abord extrêmement complexes. Hein, et c'est en cela que je vous remercie, Michel Fayad, d'être ici présent, parce que vous nous permettez de vulgariser un petit peu tout ce qui se passe, et votre éclairage n'est pas du luxe. Alors, au niveau de la préparation militaire hein, et sur la manière dont a été tué justement l'ayatollah Khamenei, j'aimerais vous entendre, hein, monsieur Ziv Goldin, lieutenant-colonel et ancien commandant d'une unité d'élite de Tsal. Comment ça s'est passé? Alors déjà, c'est un coup de maître quand même, hein, ce qui s'est passé, Stéphane Ziv Goldin. Vous n'êtes pas d'accord avec... Oui, non, c'est un coup je de ne suis maître. pas le seul à le dire, en fait. Hein, voilà. Ce n'est pas le premier coup de maître que ça arrive à faire Bien sûr. je dirais, sur le territoire iranien, et pas que sur le territoire iranien, pour dire clairement les choses. Bon, ben, un nouveau coup de maître, alors. Mais il faut comprendre que c'est un travail de longue haleine. C'est Oui. d'abord énormément de renseignements, pas que du renseignement technologique, d'ailleurs, c'est aussi du renseignement humain. Et Mhm. donc, dans le fond, ce qui a commencé hier matin est déjà une surprise, parce que c'est vrai que concrètement, n'importe quelle opération spéciale comme elle aurait dû être menée, aurait dû être faite la nuit. Or là, Oui. la première surprise, c'est que ça a été fait au matin. Et ça a été déjà la première surprise, je dirais, des Iraniens, parce que vous savez... Et pourquoi? C'était pour surprendre l'adversaire? Je pense que ça a été pour surprendre, mais au-delà de ça, il y a eu aussi d'autres informations qui sont arrivées d'une façon assez urgente. Alors, il faut comprendre que ce travail de préparation de Mhm. l'attaque sur le territoire iranien n'a pas été décidé 24 heures à l'avance. Oui, certainement pas sur un coin de Cela a table. été préparé depuis de longs et longs Mhm. mois à l'avance. Et il faut comprendre que dans le fond, le feu vert a été donné pour cette attaque, non pas lors de la dernière rencontre entre Benyamin Netanyahou et
et Donald Trump, mais l'avant-dernière, c'est ce qui s'est passé en Floride, dans la résidence du président américain. Ce qui est extrêmement habile, c'est que personne n'a été avisé. Voilà. Alors, on savait quand même depuis quelques jours qu'il y allait avoir une attaque, mais en tout cas, ça s'est fait de manière, en effet, assez... à la fois attendu et inattendu. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quand les Israéliens allaient sortir du guet. Tout allait se préparer. Il y a eu encore 15 jours avant, je dirais, il y a 15 jours, il y avait déjà eu le déplacement du chef d'état-major israélien à Washington, où il a rencontré aussi son homologue. Il y a des rencontres entre le renseignement israélien et américain pratiquement quotidiens, donc un échange d'informations. Alors il faut comprendre aussi ce qui s'est passé il y a exactement 72 heures. Oui, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que d'après les renseignements que l'on a pu avoir, il y a eu une réunion assez importante en Iran, à Téhéran exactement, entre le groupe qui dirige, les gens qui dirigent tout le département des missiles balistiques, le département de ceux qui s'occupent aussi de la question nucléaire. D'après ce que l'on peut savoir, c'est que ces renseignements ont pu être sont arrivés sur la table de différents services, que ce soit américains ou autres. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas exactement ce qu'il a été dit, mais concrètement, là, a été décidé d'appuyer sur le bouton vert, pour dire clairement les choses. C'est-à-dire qu'on a décidé... La décision a été prise parce que, sûrement, il est très probable que lors de cette réunion, il a été décidé par les Iraniens, peut-être, d'intervenir eux, d'opérer. Donc, il fallait peut-être prendre les choses à l'avance, les choses étaient prêtes, d'où aussi le fait d'intervenir le matin, ce qui a pris tout le monde par surprise, d'où d'ailleurs la question de l'élimination de Khamenei, parce que Khamenei, il n'aurait jamais dû être à cet endroit-là, à ce moment-là. C'est surtout ça. Alors, comment ça s'est passé, l'élimination de Khamenei ? Il faut comprendre que... Là, vous nous parliez de l'opération au sens large. L'élimination, comment ça s'est passé, Stéphane Ziv Goldin ? Et il faut comprendre que Khamenei, jusqu'à présent, vivait dans un 2e, 3e, 4e sous-sol et qu'il ne voyait... C'est un peu comme Nasrallah, vous voyez, il vivait très profondément sous terre. Or, concrètement, il s'est passé que Khamenei, hier matin, est remonté non pas complètement à la surface, pour dire clairement les choses, mais il était dans un 1er ou 2e sous-sol, donc beaucoup plus proche de la surface de la Terre. Or, concrètement, pourquoi ? Parce que d'ailleurs, c'était le matin et personne n'aurait pu penser qu'il y aurait pu avoir une attaque. Premièrement, le matin. Deuxièmement, ça veut dire aussi que les services de renseignement iraniens ont franchement failli. Excusez-moi du terme. Oui, effectivement, vous avez dit, je mets des guillemets, merdé. Voilà, excusez-moi, je vous en prie, français. Non, il faut. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, du coup, il était au-dessus, il y a dû avoir un renseignement qui a dû être envoyé à certaines personnes. C'est justement parce qu'on était le matin et je que pense qu'on était le matin et personne ne s'y attendait. Ils l'ont remonté. C'est une erreur des services de sécurité iraniens. Donc on va dire clairement les choses. Vous savez, prenons l'exemple du président américain ou du président français. Je suis persuadé que s'il y avait une menace, quelle que soit, sur son territoire, automatiquement le président américain comme le président français rentrerait dans un bunker qui serait complètement intouchable. Alors là, une fois qu'il est remonté, comment ça s'est passé ? Là, il est remonté. Il y a dû avoir une information qui a dû être transférée au service adéquat. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un survol de sa résidence avec un tapis de 30 bombes, si j'ai bien compris. 30 bombes, tout à fait. Qui ont concrètement traversé sa résidence. Et du coup, ce monsieur est passé dans l'au-delà. Effectivement. On va vous retrouver juste après ces quelques secondes de réclame, mon cher Stéphane Ziv Goldin. Je le rappelle, vous êtes lieutenant-colonel, ancien commandant d'une unité d'élite de Tzal. Vous nous parlez de l'opération et de l'élimination, bien sûr, de l'ayatollah Khamenei. Le lieutenant-colonel Stéphane Ziv Goldin, ancien commandant d'une unité d'élite de Tzal, nous expliquait l'attaque qui a mené au décès du leader suprême. Et c'était extrêmement clair. Je reste avec vous, Stéphane Ziv Goldin, pour comprendre les dessous de cette élimination de l'ayatollah Khamenei. Alors, vous nous le disiez, outre le timing dont vous avez parlé à l'instant, quelles sont finalement les autres spécificités de cette élimination et donc de cette opération qui a mené à l'élimination donc de cet homme ? Écoutez, les spécificités, elles sont surtout liées au renseignement. Alors, c'est pas que du renseignement, évidemment, technologique, comme je l'ai dit, c'est surtout du renseignement humain pour être le plus proche possible de Khamenei, qui a pu permettre d'avoir... D'ailleurs, la question que l'on peut se poser, c'est l'histoire de la photo.
Et bon, concrètement, on sait très bien que c'est une capture d'écran, hein, ça n'a pas été un portrait Harcourt qui a été fait, hein, pour dire clairement les choses. Harcourt, c'est un studio Oui, très enfin, célèbre, excusez-moi, voilà. voilà, mais pour les anciens. Mais vous voyez ce que je veux dire, Je comprends tout à fait. Oui. donc on voit très bien qu'il y a eu énormément de sang. La question que l'on peut se poser, mais là, il faudrait se poser la question aux Iraniens. Est-ce que, dans le fond, les Iraniens qui se préparaient à cette attaque, qui devaient avoir aussi certains renseignements, Bien sûr. comment ils ont pris le risque de remonter Khamenei, même pas complètement à la surface, et d'avoir pris ce risque? La question que l'on peut se poser aujourd'hui, je dis clairement les choses, est-ce que, dans le fond, pour certains, il n'y avait pas une volonté aussi de faire éliminer Khamenei? Et quand on voit ce qui se passe actuellement en Iran, où en général, les questions de succession, sur la question des mollahs, se fait, je dirais, d'une façon... En plus, Khamenei avait préparé sa succession. Il avait déjà désigné... C'est quand même incroyable ce que vous nous dites, et je vous fais confiance, Stéphane Ziv Goldin, vous n'êtes pas le seul à avancer cette théorie. La question est de... Vous pensez que Khamenei a peut-être été victime, pardon pour le mot, mais de traîtres parmi ses équipes. Michel Fayad souhaite intervenir. Sur ce point, je veux confirmer, parce qu'il y a quelques années, vous savez, Rafsanjani, qui était le concurrent de Khamenei, avait été tué par des membres des gardiens de la Révolution, alors même qu'une grande partie des gardiens de la Révolution étaient avec Rafsanjani. Donc même au sein des gardiens de la Révolution, il y a des courants avec Khamenei et des courants contre Khamenei, comme il y avait des courants avec Rafsanjani et des courants contre Rafsanjani. Rafsanjani était une figure clé du régime autrefois. C'était lui qui aurait dû être le successeur de Khomeini, mais c'est lui qui a décidé de ne pas être le guide et de devenir président et de laisser Khamenei devenir le guide à sa place. Donc il y a des courants pour, des courants contre. Effectivement. Hélène Rouet. Pour que les renseignements israéliens soient si bien informés, c'est qu'en fait, de manière automatique, il y avait forcément, alors je ne sais pas si c'est des traîtres, mais en tout cas des informateurs autour de Khamenei. Sinon, en fait, je veux dire, Israël n'aurait pas été bien informé et n'aurait pas forcément... Des taupes, alors. C'est plus des taupes, effectivement, que des traîtres. Écoutez, Stéphane Ziv Goldin. Pour dire clairement les choses, on sait très bien que quand on parle du renseignement ou du renseignement israélien, pour le spécifier d'une façon plus claire, on sait très bien que ce sont souvent des personnes, des locaux, pour dire clairement les choses, qui travaillent parce que pour des services étrangers, que ce soit pour Israël ou pour d'autres d'ailleurs, que les choses soient claires. Mais c'est vrai que l'on voit actuellement une guerre de succession au sein du pouvoir iranien. Et d'ailleurs, je me permets de vous interrompre. Avec des gardiens de la Révolution qui aimeraient prendre le pouvoir. On apprend effectivement que Ali Reza Arafi a été nommé donc au sein de ce collectif qui assure la transition après la mort de l'ayatollah. Voilà, j'imagine que cela ne vous étonne pas. Je ne suis pas étonné, mais simplement, il y a une dichotomie totale entre le pouvoir qui concrètement a été décapité. On ne va pas se raconter d'histoire. Quand vous avez le chef d'état-major, le chef du renseignement, le chef des gardiens de la Révolution, dans le fond, la courroie de transmission, aujourd'hui, on parlera peut-être des drones et des missiles qui sont tirés, dans le fond, la courroie de transmission et la courroie de commandement, elle doit être relativement, je dirais, fragilisée, pour dire clairement les choses. Mais ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a cette guerre de succession et qu'il y a au-delà de cela, aujourd'hui, la question du peuple iranien et cette dichotomie entre ce qui se passe dans la rue iranienne et les mollahs qui n'ont pas pris peut-être conscience, mais par contre, on sait très bien, et on l'a vu hier soir, il y a eu une déconnexion de la part des mollahs. Il y a une déconnexion avec aussi une grande peur. On voit que le pouvoir, concrètement, s'effrite, pour dire clairement les choses, et on voit d'ailleurs que certaines manifestations, encore hier soir, ce matin, je n'ai pas regardé, étaient franchement réprimées aujourd'hui, hier soir, dans différentes villes iraniennes. Stéphane Ziv Goldin, je le rappelle, ancien commandant d'une unité d'élite au sein de l'armée israélienne, les 7 autres hauts responsables iraniens éliminés. Que sait-on de leur profil ? Écoutez, on sait très bien que c'était des personnes qui avaient énormément de responsabilités, que cela soit au sein du renseignement, au sein de la question des missiles balistiques, au sein aussi de la question nucléaire, au sein de la courroie de transmission. Il y avait le ministre de la Défense, ce n'est pas anodin. Quand il y a le chef du renseignement, ce n'est pas anodin. Et donc, c'est vrai que c'est franchement couper la tête. Mais dans le fond, c'est réitérer en partie ce qui a été fait lors de l'opération du mois de juin, où je vous rappelle qu'au mois de juin, la première opération qui a été menée, ça a d'abord été l'élimination, je dirais, des responsables, des têtes pensantes, je dirais, du régime. Et donc là, c'est l'idée quand même de vouloir couper, je dirais, les têtes
enfin, ceux qui dirigent pour justement déstabiliser l'ensemble de la structure iranienne. Et d'ailleurs, la question que l'on peut se poser, quand on voit tous ces tirs qui sont dans le fond, on a l'impression que on tire dans tous les coins, voilà. Est-ce que dans le fond, il y a encore aujourd'hui un commandement, quelqu'un qui commande en Iran? Et dans le fond, ça me rappelle, je vais vous dire quelque chose, ça me rappelle exactement au moment où il y a eu l'élimination de Nasrallah. Oui. Quand il y a eu l'élimination de Nasrallah, il y a eu, pendant une petite période, à un moment donné, l'organisation terroriste n'avait plus de chef et ne savait plus comment s'organiser. Ça tirait dans le fond dans tous les sens. Il y avait certains qui tiraient, il y en avait d'autres qui ne tiraient pas. Enfin, c'était un vrai bordel. Et concrètement, il y a eu après une politique de décentralisation avec des barons locaux, mais on en est un petit peu là. Et après, on avancera effectivement, Stéphane Zivgoldin, mais j'aimerais juste revenir sur l'ayatollah, parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a également une guerre numérique, beaucoup de soutien du régime iranien, en tout cas, avance le fait que peut-être, le corps n'a pas été authentifié, comme on dit. Est-ce qu'il y a véritablement un doute ou honnêtement le doute n'est pas permis? Michel Fayad me fait un signe de la tête en me disant non. Ils ont retrouvé la bague. Baliverne, oui. Ils ont retrouvé la bague. Et ça a été annoncé officiellement. Selon vous, Michel Fayad. Et ça a été annoncé officiellement par le régime. Donc, Hélène Rouet. Doute.